Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire. Donc, nous sommes ravis de vous présenter ce deuxième webinaire du cycle 2023 qui tourne autour du numérique. Donc, je suis Bénédicte Briand, je suis chargée de mission au sein de l'ARACT Bretagne. Et nous organisons ce webinaire en partenariat avec le CREAI et l'OPCO Santé. Donc, je vais dans un premier temps laisser mes partenaires co-organisatrices se présenter. Donc, Sophie, peut-être. Oui, donc Sophie Neveu, chargée de projets territoriaux à l'OPCO Santé. Et Marie. Et donc, bonjour à tous, je suis Marion Brancourt, conseillère technique au CREAI de Bretagne. Donc, peut-être que vous ne connaissez pas forcément voilà, nos organisations. C'est pourquoi on va vous détailler rapidement voilà, de quel point de vue on parle finalement aujourd'hui et quelles sont nos missions en rapport avec votre secteur. Pour commencer, j'ai l'honneur de commencer. Donc, Marion Brancourt, CREAI de Bretagne. Le CREAI, ça veut dire Centre régional d'études, d'action et d'information pour les personnes en situation de vulnérabilité. On a plusieurs missions qui sont inscrites dans un cahier des charges, parmi lesquelles la réalisation de diagnostics territoriaux, la mission d'accompagner et informer les professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social, accompagnement qui prend la forme, par exemple, de soutien à l'élaboration des projets d'établissement, l'auto-évaluation, etc. La mission de formation également et autre mission de favoriser l'interconnaissance. Et pour cela, on mobilise, par exemple, des journées d'études ou des temps qui permettent aux professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social de se rencontrer et de partager des expériences. On intervient sur plusieurs champs, tous les champs de la vulnérabilité. Que ce soit la protection de l'enfance, les personnes âgées, l'exclusion, la précarité, les situations de handicap et la santé mentale. Merci. Merci Marion. Donc, je vais vous présenter l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail de Bretagne. Donc, depuis le 1er janvier 2023, nous sommes rattachés à l'établissement public administratif qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, cet établissement public, il est administré par l'État et les partenaires sociaux pour accompagner les organisations, en priorité les TPE-PME, sur le champ des conditions de travail. Donc, au niveau national, nous sommes à peu près 265 répartis sur tout le territoire. Et en Bretagne, notre équipe est composée de 9 personnes. On pratique généralement 3 gestes métiers principaux pour accomplir notre mission. On expérimente sur le terrain des nouvelles façons d'organiser le travail avec en visée évidemment l'amélioration des conditions de travail. De ces expérimentations, on tire des enseignements, on capitalise. Et ces enseignements-là, eh bien, on les met en forme, que ça peut être des livrets, des vidéos, des événements, de telle sorte qu'on puisse diffuser la connaissance produite aux acteurs à qui ça pourrait être utile. Donc, 3 volets. On agit pour l'amélioration des conditions de travail sur des priorités qui sont définies par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. On intervient dans des entreprises volontaires pour produire la connaissance et on accompagne avec nos fondamentaux qui sont ceux des démarches concertées, participatives et basées sur l'analyse du travail réel. Je prends la suite. Donc, l'OPCO Santé est l'opérateur de compétences du champ sanitaire et médico-social. Donc, 4 grands secteurs représentés, en tout cas, pour l'ensemble de nos adhérents. Donc, le secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif, le secteur de l'hospitalisation privée, le secteur de la prévention de la santé au travail interentreprise, donc l'ancienne médecine du travail, et le secteur du thermalisme, pour en gros approximativement 90 métiers qui sont représentés à l'OPCO Santé. L'OPCO a pour mission 3 grandes missions, on va dire, donc contribuer au développement de l'emploi, des compétences, des qualifications
et des parcours professionnels, d'accompagner les transformations sectorielles, les enjeux emploi-formation des métiers du soin et de l'accompagnement, et de répondre aux besoins de ses adhérents qui, malgré des activités et des publics différents, en tout cas, partagent des enjeux communs. Je vous ai mis quelques éléments représentatifs, en tout cas des chiffres pour la Bretagne. Voilà, en gros, c'est 1035 établissements pour approximativement 66 553 salariés dans notre secteur. Merci Sophie. Bah voilà, nous on s'est présenté. On a aussi envie de mieux vous connaître puisqu'on ne vous voit pas, les participants. Donc on vous remercie par avance de répondre à ce sondage qui est lancé par Marion à la technique. Merci Marion. Pour qu'on se dise, bah voilà, quels sont les profils des personnes présentes à ce webinaire. Encore quelques secondes. Ok, tout le monde a répondu, donc merci. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez à l'écran le résultat du sondage, nos amis les témoins? Non. Alors, on va vous décrire ce que ça raconte, comme ça vous saurez mieux aussi à qui vous parlez. Donc, on a à peu près 15% de professionnels de direction, 40% professionnels de service support, 17% de chargés de mission, 17% de coordinateurs, coordinatrices de projet et 8% de professionnels de terrain. Voilà, donc comme ça nous donne un peu une idée aussi, ça nous permet d'adapter les éléments qu'on va plus ou moins développer pour répondre à vos besoins. Merci beaucoup. Donc, un petit rappel avant vraiment de solliciter nos témoins sur l'intention de ces webinaires qu'on mène maintenant en partenariat depuis 2021. Là, je vais parler des intentions spécifiques sur celui-ci qui tourne autour de numérique. Partager, diffuser des expériences d'introduction du numérique dans les établissements, donner à voir à la fois des perspectives, mais sans minimiser évidemment les difficultés qu'on peut rencontrer. Et puis à la fin, bah voilà, on aime bien aussi vous proposer, pour creuser les sujets, des points de repère. Et là, en l'occurrence, on a préparé des ressources qui vont vous permettre d'engager des projets numériques tout en prenant en compte les conditions de travail. Quelques éléments sur le déroulé de ce webinaire. Donc, vous allez tous recevoir en tant que participants à l'issue du webinaire la présentation qui est affichée actuellement. Vous recevrez également le lien vers le replay puisque ce webinaire est enregistré. Et par la suite, nous vous solliciterons bien sûr pour répondre à vos questions tout au long des échanges, tout au long des témoignages et des présentations. Vous êtes invités à remonter vos remarques, vos questions via la fonctionnalité Zoom qui s'appelle Q&R. Voilà, c'est par ici qu'il faut poser vos questions. Ceci étant dit, je mets un petit peu quand même de contexte parce que ce sujet numérique pourrait paraître décalé aussi par rapport à des problématiques du terrain. Néanmoins, on voit que les établissements, les services sociaux, médico-sociaux ont à renforcer l'inscription du numérique dans leur organisation, dans les pratiques professionnelles. Bon, on a assez vite en tête la mise en place du dossier usager informatisé et ce qu'on souhaite peut-être diffuser aujourd'hui via les témoignages et les présentations des acteurs ressources, c'est que finalement, une conduite de projet paritaire et participative, c'est un bon moyen de faire des projets numériques, une opportunité pour parler du travail, améliorer les conditions de travail et donc finalement faire progresser la QVCT au sein de votre établissement. Donc au programme, une mise en contexte sur les mots-clés du sujet, des témoignages,
et des présentations d'acteurs ressources. Donc, pour la conduite de projet, j'ai finalement choisi de mettre quelque chose de très, très, très simple, voire simpliste, mais c'est volontaire. C'est vraiment pour faire passer un message. Quand on parle de conduite de projet, on pourrait schématiser par le fait, dans un premier temps, de cadrer le projet, le mettre en œuvre et prévoir la suite. Et c'est vrai que sur le terrain, ce qu'on a pu observer lors d'une expérimentation menée avec 5 établissements bretons, typiquement axés sur le lien entre QVCT et numérique, c'est que cette partie de cadrage, elle était difficilement traçable, soit parce qu'elle n'a pas été formalisée ou soit parce qu'elle n'avait pas forcément été investie. Or, cette partie de cadrage-là, elle est assez importante justement pour pouvoir faire d'un projet numérique une opportunité de développer la qualité de vie et des conditions de travail. Également, l'autre élément qui est parfois sous-estimé, c'est prévoir la suite. Une fois que l'outil est mis en place, finalement, quelles questions on s'est posées pour permettre qu'il continue à être adapté aux problématiques du terrain et aux besoins des professionnels. Néanmoins, vous trouverez des ressources où il y a des détails plus fournis concernant les étapes de la conduite de projet. Mais le premier message, c'est déjà de se dire que cette étape de cadrage et cette étape de prévoir la suite, elle n'est pas anodine, elle n'est pas à sous-estimer. D'autant plus quand on voit qu'au fil du temps, ce qui apparaît sur ce graphique, c'est que la capacité d'agir sur le projet va diminuer, alors même que le degré de connaissance sur le projet va augmenter. Ce qui montre bien finalement que pour pouvoir prendre en compte les problématiques du travail des professionnels sur le terrain et donc ensuite les adapter, il est idéal de les impliquer au plus tôt possible, même si vous disposez de moins de connaissances sur le projet. Et c'est souvent une crainte rencontrée auprès des directions quand on échange avec les établissements, de dire: «Je ne souhaite pas en parler pour l'instant, je ne sais pas quel outil», alors qu'en fait, c'est le moment d'en parler pour pouvoir bénéficier des marges d'ajustement qui existent encore à ce moment-là du projet. Et c'est là que je reboucle avec l'autre terme du titre de notre webinaire, qui est la qualité de vie et des conditions de travail. Et donc là, l'idée, c'est de se dire que la QVCT, c'est d'abord une ambition conjointe d'améliorer le travail en tenant compte de la santé des personnes au travail et de la contribution à la performance globale. C'est la QVCT, un périmètre d'action qui comprend 6 grands thèmes et aussi des éléments de méthode qui sont adaptés à la structure. Ce périmètre d'action, c'est le dialogue professionnel, dialogue social, l'organisation, le contenu et la réalisation du travail, la santé au travail, les compétences et les parcours professionnels, l'égalité au travail et également le projet d'établissement, le projet associatif et le management. Dans le cadre de ce webinaire, on vous propose, on a la chance en tout cas d'avoir d'avoir 2 témoins de l'APEI des Deux Vallées, donc Madame Stéphanie Rosnovitch et Laura j'ai un Saez, pardon. Du coup, je vais vous laisser vous présenter, vous présenter. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Stéphanie Rosnovitch, vous l'avez très bien prononcé. Donc, chef de projet pour le programme SMS numérique sur l'association APEI des Deux Vallées, du sud de l'Aisne. Et donc, je suis accompagnée de Laura. Voilà, et donc bonjour, moi c'est Laura Saez, du coup je suis éducatrice spécialisée sur l'IME de Coyeul, de l'association de l'APEI des Deux Vallées. Je suis coordinatrice auprès des équipes, donc coordinatrice pour tout ce qui concerne les projets personnalisés des jeunes, et je suis donc référente au GIRIS, qui fait partie de l'ESMS numérique. On vous laisse peut-être nous donner voilà, 2-3 éléments peut-être sur la structure. Oui, très rapidement. Donc, en fait, l'APEI, c'est une association qui est issue en fait d'une fusion qui a eu lieu en 1980 à peu près, ou 2013, je ne me souviens plus exactement des dates,
Donc, c'est né d'une fusion de deux associations qui sont les Papillons Blancs de Château-Thierry et Action et Technique de Coyolles. Et aujourd'hui, on a à peu près 800 personnes accompagnées, 450 professionnels sur 25 établissements et services. On a 3 sites principaux qui sont donc un à Château-Thierry, un à Coyolles et des dispositifs qui se trouvent également sur Soissons, donc dans l'Aisne. Très bien. En tout cas, merci d'être avec nous. On vous retrouvera tout à l'heure pour que vous puissiez témoigner à travers différentes questions. Oui, merci. Et nous avons également la chance d'avoir avec nous aujourd'hui des acteurs, des actrices ressources. L'idée, c'était aussi de donner un peu de visibilité sur l'écosystème de ceux qui peuvent vous aider sur ce sujet des conduites de projets numériques dans votre secteur. Donc, on a avec nous Alexandra Durand, responsable du collectif SI Médico-Social, et Sylvaine Brien, chargée de projet au groupement régional e-Santé Bretagne. Et donc, nous allons privilégier Alexandra. Sylvaine ne nous en tiendra pas rigueur puisqu'Alexandra a des contraintes. Donc, on va lui laisser présenter le collectif SI Médico-Social Bretagne. Merci pour l'invitation à ce webinaire déjà. Merci aux participants. Donc, effectivement, on va présenter le collectif SI et le groupement régional e-santé, à savoir qu'on travaille très étroitement tous les trois. On est un trinôme en fait, hein, avec le collectif, le groupement régional et l'ARS Bretagne pour accompagner toutes les structures du secteur social et médico-social sur le secteur du numérique. Donc, le collectif SI médico-social représente des fédérations du secteur. Donc, sur la diapo juste avant, que vous aurez ensuite en pièce jointe, vous avez les fédérations qui constituent aujourd'hui le collectif, hein. Il y a tout le secteur protection de l'enfance, du domicile, âgé, personnes en situation de handicap, pardon, qui est représenté. Donc, ces fédérations forment le collectif, et pour autant, le collectif représente toutes les structures, peu importe leur adhésion ou pas à une fédération. Donc, on représente plus de 2300 structures en Bretagne. Et notre équipe qui travaille au quotidien, donc c'est un comité stratégique qui comprend des membres des fédérations qui sont missionnés pour le collectif, qui se réunit à peu près 3 fois par an. On a un bureau restreint qui, lui, travaille plus sur la partie coordination du collectif, qui nous accompagne sur les projets en cours. On a également un porteur de projet qui est une personne d'une fédération, puisque c'est une fédération qui porte aujourd'hui le collectif. On n'a pas d'existence juridique en propre, mais on est porté par les fédérations. Et on est une équipe opérationnelle, moi-même et Sarah Cielez, qui est chargée de communication pour les collectifs. Donc, nos missions principales, alors voilà, la feuille de route du collectif, je vous en parlerai rapidement après, mais voilà, elle est assez dense, mais vous pourrez la consulter ultérieurement. Donc, nos 5 missions principales sont l'accompagnement des ESMS et l'information qu'on leur fait. On partage l'information à travers différents outils, à travers des webinaires, mais également à travers la lettre d'information qu'on a mis en place récemment. Voilà, donc on développe, et c'est la raison aussi pour laquelle on a une chargée de communication qui travaille beaucoup sur le ciblage de nos publics. On essaie vraiment de vous délivrer la meilleure information parmi toutes celles qui vous arrivent. Donc on condense un petit peu tout ça dans notre flash info. Notre objectif est également de développer la culture numérique auprès des ESMS, de favoriser la coopération, de créer du lien entre tous les responsables SI, d'ailleurs, au-delà des ESMS, hein, c'est les directeurs, mais également les responsables SI des structures, les responsables qualité, et de mutualiser donc tous les retours d'expérience qu'on peut faire, et de remonter la réalité terrain auprès des instances, que ce soit au niveau de l'ARS Bretagne d'ailleurs, ou au niveau des instances nationales. On partage, voilà, lorsqu'il y a des alertes sur des difficultés des structures, ou alors des contextes un peu plus particuliers, on remonte toutes ces données à l'ARS. Voilà la feuille de route du collectif, qui est disponible sur notre site internet d'ailleurs.
qui reprend les 5 missions dont je vous ai parlé, à savoir qu'on anime également un club, on appelle le club des pilotes DUI, c'est-à-dire qu'on accompagne les structures qui sont déjà embarquées dans le programme SMS numérique. On les accompagne avec d'ailleurs l'ARS et le groupement régional e-santé lors de réunions que tous les 3 mois. Et en plus, au niveau du collectif, on leur propose des ateliers, des webinaires sur des sujets particuliers comme le projet d'accompagnement, voilà, différents sujets variés. Et également, on anime une communauté des numacteurs où là, il y a toutes les personnes qui souhaitent sensibiliser ou alors faire des retours d'expérience sur le numérique dans les ESMS. Donc, on anime cette communauté au niveau du collectif. Et à savoir qu'on a également réalisé, c'était hier, une journée régionale, là en présentiel, où ont été invités tous les ESMS de Bretagne avec des retours d'expérience des établissements, mais également des experts du terrain. Donc notre positionnement, comme je vous le disais, donc on a un positionnement au niveau national parce que le collectif n'est pas qu'en Bretagne, il y a des collectifs dans toutes les régions. Donc on travaille évidemment avec les grades. Le groupement régional e-santé est un grade, donc on travaille avec les grades dans toutes les régions et avec les ARS, et puis plus largement, ça, voilà, l'ANS qui était d'ailleurs présente hier. Et au niveau territorial, donc comme je vous l'ai dit, on travaille très étroitement avec le grade et l'ARS de Bretagne. À savoir d'ailleurs que lorsque vous avez des questions au niveau du numérique dans vos structures, que ce soit sur l'appel à projet ou autre, vous pouvez contacter l'ARS Bretagne, le groupement ou le collectif. On travaille étroitement ensemble et on a des points réguliers. Donc, vos questions, notre objectif, c'est vraiment de vous soutenir et d'être efficient. Donc, lorsqu'il y a une question, on la retraite, bien sûr, toutes les 3 et on revient vers vous avec une réponse appropriée. Même si on n'a pas la réponse, nous, au niveau d'une des instances, on la retravaille entre nous pour ensuite vous répondre de manière efficiente. Et donc, notre équipe, c'est donc Sarah Siles dont je vous ai parlé et moi-même. Vous avez donc le site internet du collectif. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez recevoir notamment notre flash info avec toutes les informations au niveau national et au niveau local sur les agendas, les webinaires, toutes les ressources. Je vous invite à nous contacter à l'adresse contact@collectif-si-ms.bzh. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Alexandra. Merci d'être là le lendemain de cette grosse journée. Je sais que c'était beaucoup de préparation, beaucoup d'enjeux. Donc, on vous laissera nous quitter au moment opportun pour vous. Voilà, on est au courant, mais un grand merci pour votre présence. Et si jamais il y a des questions qui remontent un peu plus tard pour vous, ben, on vous les transmettra. Oui, avec plaisir. Je vous propose du coup de poursuivre avec une première, enfin en tout cas de partir sur le témoignage avec plusieurs questions, dont la première est donc je récupère l'APEI des Deux Vallées pour cette question. Pour vous et pour votre structure, l'origine et l'émergence du projet. En amont du projet, quel cadrage vous avez pu avoir ou lettre de mission? Qu'est-ce qui faisait que c'était un projet voilà, au sein de votre établissement? On vous laisse nous livrer, en tout cas, des réponses sur cette première question. Alors, il faut savoir que moi, en tant que chef de projet, je ne suis arrivée sur ce projet SMS numérique en début d'année, suite à une réponse d'appel à projet qui a été rédigée par notre ancienne directrice de développement et d'ingénierie, Laetitia No, que nous connaissons, donc qui maintenant est à la NAP. Donc, elle a répondu à cet appel à projet parce qu'on avait sur les établissements déjà un dossier d'usager informatisé qui était présent depuis 2018. Et donc là, ça s'inscrivait dans une montée de version avec les services socles. Je pense que ça tombait vraiment à point nommé et ça a permis justement de revoir avec chaque établissement, de faire une sorte d'état des lieux en fait de l'utilisation qu'ils en avaient en tout cas à ce moment-là et voir pour la suite du projet comment on pouvait et surtout quelles actions on allait pouvoir mettre en place
par rapport à cette montée de version, en l'occurrence. Alors, le projet consiste effectivement donc, à la montée de version du DUI. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être dû changer la slide du coup. Et dans l'utilisation surtout des services socles, puisque du coup, dans le cadre du projet ESMS numérique, on a des indicateurs d'usage qui vont nous être demandés à la fin du projet. Donc, la montée de version tout au long de l'année, c'était surtout pour soutenir les pratiques professionnelles, faciliter en tout cas les échanges et le partage d'informations. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a évoqué auprès des établissements et des professionnels, et pour pouvoir justement assurer une traçabilité de l'accompagnement effectué par ces derniers, et donc développer également les usages en mobilité. Alors, au niveau des services socles, maintenant, il n'y a plus de secret. On parle bien de l'identité nationale de santé, de la messagerie sécurisée de santé avec l'annuaire de santé et le dossier médical partagé. Si Laura a des choses à ajouter, qu'elle n'hésite surtout pas à intervenir. Non, moi j'interviendrai après. D'accord. Très bien. Très bien. Bon, merci déjà de nous poser ces premiers éléments qui nous permettent de comprendre le contexte du projet numérique en question. Voilà, là, on était sur l'amont. On va s'intéresser au pendant, vraiment le déroulé du projet, la conduite du projet en lui-même. Et on aimerait bien savoir si vous avez identifié des facteurs clés de réussite, si vous avez rencontré des difficultés, voilà, que vous nous racontiez comment c'était en vrai une fois qu'on démarre tout ça. Alors, comment c'est en vrai? Je vais commencer, Laura, puis je te laisserai intervenir, n'est-ce pas? Ouais. C'est bien l'intérêt de ta présence aujourd'hui. Donc, en fait, moi, quand je suis arrivée en début d'année, donc forcément, j'avais eu la réponse d'appel à projet un peu en amont pour voir un peu ce qui s'était, entre guillemets, dans les grandes lignes, ce qui avait été décidé en termes d'action éventuellement. Moi, j'ai établi déjà un premier état des lieux en participant sur chaque établissement à diverses réunions, justement pour, si je peux le dire ainsi, prendre un peu la température et savoir un peu où chaque établissement en était, puisque à la fin de cet état des lieux, le diagnostic était vraiment posé, c'est que tous les établissements n'étaient pas du tout au même niveau et n'avançaient pas au même rythme. Et puis leurs attentes ne sont pas les mêmes forcément. Et je me suis même aperçue que entre 2018 et début 2023, forcément, il y a eu des évolutions, déjà en termes d'équipe où ça a tourné, forcément, et puis en termes de pratique. Donc, c'est vrai que du coup, il a fallu penser les choses, mais en s'adaptant au plus près aux professionnels de terrain, ce qui n'est pas toujours évident. Je suis en train de perdre ma voix, excusez-moi. Donc voilà, il y a déjà eu ce premier état des lieux. On a remis en place des référents ESMS numériques. Alors aujourd'hui, ils sont au nombre de 20, en sachant qu'on a 24-25 établissements donc, sur l'association, mais 20 seulement pour le moment sont concernés par le financement du projet ESMS numérique. Donc il y a 20 référents, dont Laura. C'est pour ça que sa présence aujourd'hui était pertinente. Et donc, on a commencé à mettre en place des actions déjà de formation de base sur le logiciel Ogiris, le logiciel d'usager informatisé, parce qu'on s'est aperçu que tout le monde ne les avait pas. Et justement, à cause de ce turnover, si je peux le dire comme ça. Et donc, on a, avec les 2 ambassadrices, parce qu'il faut savoir que depuis l'installation du dossier d'usager informatisé, on avait 2 ambassadrices Ogiris qui intervenaient auprès des professionnels pour les former à l'utilisation des fonctionnalités. Je vais peut-être laisser Laura prendre un peu la suite. Oui, alors moi, il faut savoir que je suis arrivée sur l'IME il y a 1 an et demi. Donc, en fait, Ogiris était déjà mis en place. Donc, l'équipe de l'IME l'utilisait déjà. Donc, moi, il a fallu déjà que j'apprenne à utiliser Ogiris et arriver à peu près au même niveau que mes collègues qui étaient déjà là. Et c'est rapidement que voilà, ma direction m'a proposé du coup de devenir référente pour accompagner les équipes, puisqu'en tant que coordinatrice, effectivement, je suis celle qui était le plus proche d'eux
sur le terrain. Dans les facteurs de réussite, je dirais que très rapidement, en fait, les ambassadrices nous ont proposé des temps de formation. Elles ont été très à l'écoute, assez rapides dans leurs réponses qu'on pouvait dans les questions plutôt qu'on pouvait leur demander. Voilà, on a eu des formations de demi-journée. Il y a des fiches techniques qui ont été mises en place, voilà, qui nous ont été envoyées pour qu'on puisse les transmettre aux équipes. Il y a un tableau aussi qu'elles ont mis en place où voilà, on faisait remonter le temps que ça nous prenait auprès des équipes, les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et voilà, ça a permis un petit peu effectivement de faire un état des lieux sur chaque structure, je pense. Dis-moi Stéphanie si je me trompe. Tout à fait. Voilà. Après, la difficulté principale, moi, que j'ai rencontrée sur le terrain, c'est auprès des professionnels, effectivement, parce que difficulté dans les maîtrises de l'outil informatique, peu de temps, en tout cas manque de temps, c'est ce qui était remonté par les équipes, parce que prise en charge de nos jeunes au quotidien, toute la journée, donc très peu de temps d'écrit et pour pouvoir utiliser Ogiris de manière optimale finalement. Voilà. C'est ça. Est-ce que on peut vous demander de nous résumer pour vous, enfin voilà, le rôle du référent, nous donner voilà un peu plus les contours de ce qu'est un référent? Alors moi sur le terrain, référente Ogiris, du coup, c'est que j'accompagne du coup les équipes quand c'est dans les parce que sur Ogiris du coup on a tout ce qui va être transmission, projet personnalisé, calendrier. Donc j'accompagne les équipes voilà quand ils viennent me remonter quelque chose, c'est de leur dire n'oubliez pas de faire une transmission comme ça tout le monde est au courant. Et là en fait actuellement c'est vrai que on a eu des contraintes de temps pour remplir un peu tout ce qui est projet personnalisé et calendrier. Donc c'est les accompagner et les former à ce que moi-même on m'a appris ce que les ambassadrices m'ont appris pour pouvoir relever le défi. Voilà. Si Stéphanie, tu as d'autres choses à faire remonter. En fait, c'est vrai qu'il y a tellement de choses. Il faut savoir que pour un tel projet, même sur une année, en fait, ça soulève plein de choses en parallèle, mais en lien finalement avec le dossier d'usager. Et c'est vrai que du coup, ça nous permet d'avoir une vision plus lointaine, surtout en termes d'action qu'il faudra mettre en place suite à ce projet finalement. Et puis, et ça nous a permis aussi de mettre en place une formation avec un organisme extérieur sur les écrits professionnels à l'ère du numérique. Alors, cette formation n'est pas simplement axée dossier d'usager, hein, bien évidemment. Elle est sur tous les écrits professionnels, quels qu'ils soient. Mais du coup, voilà, je pense que c'était nécessaire. Et puis, c'est vrai que Laura l'a bien dit, on a des professionnels qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique. Donc là, l'association a mis en place un intervenant qui intervient un jeudi par mois pour justement avoir plus d'aisance en fait, en tout cas sur l'outil informatique, que ce soit sur Word, sur Excel. Parce que, on se rend compte que même ouvrir un mail, des fois pour certains, c'est pas forcément évident. Enfin voilà, donc on essaye de mettre en place effectivement pas mal de choses. Pour revenir sur le tableau de suivi dont parlait Laura concernant les référents, en fait, on a mis en place ce tableau de suivi justement pour pouvoir, lors du bilan de projet que l'on devra remettre aux financeurs, démontrer que ce projet demande quand même énormément, et pas seulement de la part de l'équipe projet, hein, mais également voilà, des référents qui étaient en place, mais aussi des professionnels, et qu'il a fallu, on a voulu en fait quantifier par ce tableau un peu le temps qu'il dédiait en tout cas à ce projet. Et on se rend compte que c'est quand même, voilà, c'est énorme en fait. C'est énorme. On s'en rend pas compte comme ça, mais J'ai une question. Est-ce que s'il n'y avait pas eu cet appel à projet, est-ce que vous auriez pensé les différentes étapes aussi de manière aussi cadrée avec des critères, etc. Ou est-ce que finalement l'appel à projet vous avait permis aussi peut-être de vous professionnaliser dans la conduite du projet? c'est exactement ça.
Voilà, vous l'avez très bien résumé là pour le coup. Bon, pardon, je voulais pas faire la réponse, la question, la réponse. Non, mais c'est tellement ça en fait, hein. C'est vrai que à la réponse d'appel à projet, ça a été entre guillemets pensé d'une certaine manière. Et tout au long, alors Madame No était quand même présente les 6 premiers mois en tout cas de ce début d'année. Donc elle était avec nous, elle a vécu ce début de projet avec nous. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup échangé et on s'apercevait effectivement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, ça a soulevé d'autres choses finalement. Même en termes de pratique professionnelle, on parle beaucoup, ben, c'est vrai que les professionnels sont sur le terrain. Aujourd'hui, on leur demande voilà, d'être plus dans l'ère du numérique hein, finalement, puisque tout est informatisé, on dématérialise au maximum. Alors c'est bien, hein, moi je ne suis pas contre, mais effectivement, à un moment donné, il faut savoir se poser et se mettre à la place effectivement des professionnels. D'ailleurs, ça a vraiment été l'une des grosses difficultés sur ce projet, puisque régulièrement, on nous dit, ben oui, vous êtes bien gentil avec votre logiciel là, mais on n'a pas le temps de se mettre au bureau derrière un ordinateur pour l'alimenter ou autre. Bon, ils ont des temps d'écrit qui leur sont dédiés, hein, hebdomadaires, mais pour autant, il n'y a pas que Ogéris, hein, il y a d'autres choses à côté. Donc voilà, il y a toute une réflexion finalement qui se fait autour de ça en termes de changement de pratique professionnelle, mais pas seulement à notre niveau, même au niveau des établissements, des directeurs d'établissements, enfin voilà, puis forcément des professionnels, parce que enfin, je pense qu'ils sont quand même les plus à même de nous faire remonter justement ce type d'informations. Et je pense que c'est vraiment avec eux qu'il faut travailler sur les solutions à trouver finalement. Parce qu'on peut trouver des solutions, mais pour autant, est-ce que ça fonctionnera? Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment des temps d'échange qu'il faudrait caler avec les professionnels qui sont justement peut-être en difficulté sur certains établissements et de dire, bon, OK, on a bien entendu, il y a des difficultés et comment on pourrait voilà, travailler ensemble pour pallier à cela, en fait. Mais oui, ça fait monter pas mal de choses. Très bien. Sylvaine, n'hésitez pas, ça va être à vous juste après. Mais si jamais vous voulez intervenir, en tout cas, ou poser des questions, voilà, soyez libre, en tout cas, de pouvoir intervenir. Ouais, juste pour compléter, enfin, je rejoins en fait ce qui vient d'être dit. C'est vrai que les impliquer dès le départ, ces professionnels, et les faire participer aussi. Alors, ça peut être notamment au cours du paramétrage, parce que c'est eux qui vont manipuler l'outil au quotidien et qui, notamment sur des contenus de liste déroulante, enfin des éléments sur lesquels ils vont avoir des saisies à renseigner. C'est important aussi qu'ils soient là pour concrètement apporter leur pierre à l'édifice. Donc oui, je pense que c'est une bonne démarche. Merci Sylvaine. Évidemment, je suis d'accord avec ça. Euh, alors, du coup, pour revenir à ce que vous partagez, on voit quand même que vous avez eu cette démarche de tracer le temps que ça prend, ces échanges-là, qui sont peut-être pas marqués forcément dans un déroulé projet ou dans des documents techniques. Tracer ce temps qui est pris là, pas uniquement par les personnes qui sont directement en charge du projet, mais comme on l'a vu, pouvoir discuter de ça, ça prend du temps à d'autres personnes. Et vous avez partagé tout à l'heure dans les difficultés, Laura, ce manque de temps, justement, et le fait que l'utilisation d'un outil, ça vient bousculer aussi les pratiques habituelles. Est-ce que vous avez des éléments à partager sur comment vous avez pu surmonter cette difficulté-là qui revient à chaque fois hein, quand on discute sur des projets, quels qu'ils soient d'ailleurs dans vos secteurs. Est-ce que vous avez des ressources en fait sur lesquelles vous avez pu vous appuyer? Sur le manque de temps, on n'y est pas encore parce que nos plannings sont toujours les mêmes. Donc, c'est toujours les mêmes difficultés actuellement qui remontent. Après, sur l'IME, on avance doucement mais sûrement. Voilà, là, on est sur une étape où, voilà, sur chaque temps de prépa, j'accompagne les professionnels et je leur montre un petit peu tout ce que moi, on m'a enseigné. Après, la prochaine étape, effectivement, si cette question de manque de temps perdure, c'est de faire remonter plus haut, effectivement, pour qu'on puisse voir si au niveau des plannings, on peut imaginer autre chose. Voilà. Voilà, on peut pas être en accompagnement avec les jeunes et en même temps faire tous les écrits qu'on nous demande de faire et tout ce qui implique Ogiris, qui pour moi est un outil vraiment top. Et c'est ce que j'essaye aussi de leur ramener, que pour le projet du jeune,
effectivement, pour l'instant, ça paraît énorme comme travail, mais qu'une fois que tout sera bien utilisé, ça sera un gain de temps. Et ça sera très bien pour le projet du jeune. Actuellement, on n'y est pas encore, donc c'est un peu difficile de leur montrer ce côté-là. Voilà, là, la seule solution maintenant que moi j'aurais à leur dire, c'est que effectivement, il va falloir qu'on fasse remonter pour qu'ils puissent se dégager plus de temps, voilà, repenser les plannings et voilà. Très bien, merci. Merci en tout cas pour en tout cas cette partie de témoignage. Je vais laisser la parole à Sylvaine qui va du coup en tant que deuxième acteur ressource sur ce webinaire pouvoir nous présenter sa structure et en gros en quoi voilà enfin quelles sont les ressources à disposition des structures. Du secteur. Merci. Ok. Bonjour à tous, donc je suis Sylvaine Brien et je fais partie donc du groupement régional e-santé Bretagne. Donc juste si on peut passer aux slides suivantes pour expliquer ce qu'est le groupement régional. Donc on est un groupement qui a été créé il y a un peu plus d'une quinzaine d'années à l'initiative des fédérations du secteur, enfin de la santé en général. Et le but du groupement régional, c'était d'être là dans un premier temps pour appuyer, pour aider au déploiement de solutions e-santé. Et donc là, ça s'adresse vraiment à tous les acteurs du système de santé, que ce soit les établissements sanitaires, médico-sociaux, les professions libérales, voilà, tous les réseaux de coordination, etc. Donc on vient vraiment appuyer toutes ces initiatives de projets numériques. Si on peut avancer. Je vais essayer d'aller vite pour aller assez rapidement sur la partie médico-sociale, mais juste expliquer qu'on vient donc en appui déjà déployer des outils régionaux. Donc on parlait, on accompagne notamment des projets de télémédecine, on met à disposition un annuaire, on va y revenir tout à l'heure. Hein. On accompagne aussi des déploiements au niveau de tout ce qui est programme national, et ça je vais parler plus particulièrement tout à l'heure des programmes liés au médico-social. Et puis, on anime aussi forcément des communautés sur des thématiques particulières, notamment la cybersécurité, l'interopérabilité des systèmes d'information. Au niveau des grades, donc nous, on est le grade e-santé Bretagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grades groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé existent dans chaque région en France. Et on vient, en fait, on est un peu le bras armé de l'ARS, c'est un petit peu la qualification qu'on donne. C'est-à-dire que souvent, les programmes qui sont voilà, décidés un peu au niveau national sont déployés en région avec l'appui justement des grades aux côtés des ARS. En termes de déclinaison régionale, donc on est 47 collaborateurs, un petit peu plus bientôt. C'est vrai qu'on se développe beaucoup, notamment du fait justement de ces programmes nationaux comme le Ségur. On a presque 350 adhérents. Donc les adhérents, en fait, ce sont soit des structures sanitaires, des structures médico-sociaux, les URPS, les réseaux dispositifs d'appui à la coordination, etc. On est déployé sur 3 sites en Bretagne. Donc le siège social est à Rennes. Et on a des bureaux également à Saint-Brieuc et à Vannes. Et puis, on a des chargés de développement e-santé qui sont, eux, présents sur les territoires de santé en Bretagne et qui interviennent tout à l'heure, je vais vous présenter la carte, qui interviennent vraiment en contact de proximité auprès des adhérents. Notre organigramme, donc on a forcément notre directeur Romain Lemoine, on a une cellule dédiée à tout ce qui est protection des données qui est pilotée par Gilles Laroche, une cellule support, une cellule communication, et après en fait on est répartis au niveau de 4 départements, un département technique qui travaille sur tout ce qui est infrastructure, interopérabilité, tous ces sujets-là. On a un département qui travaille sur tout ce qui est déploiement des outils régionaux ou accompagnement des gros projets portés auprès d'établissements, etc. Le département programme et services SOC dans lequel je fais partie, qui vient en appui justement des déploiements de programmes nationaux. Et le département développement, déploiement des usages, donc avec les chargés de développement et santé pour lesquels on a la carte juste après.
Si tu peux passer, Bénédicte, ouais. Et donc, nos collègues chargés de développement e-santé, c'est souvent les premiers contacts que les structures vont être amenées à voir au niveau du terrain et qui vont justement accompagner le développement des projets ou aller finalement à la quête en fait des projets numériques qu'il peut y avoir dans les structures. Alors, je crois qu'après, on passe sur la présentation voilà, de ce qu'on propose au niveau du groupement régional. Donc, un bouquet de projets et services qu'on présentera rapidement juste après sur ce qui peut être déployé au niveau régional en termes de services numériques, l'accompagnement aux programmes nationaux, donc notamment le Ségur du numérique, l'accompagnement sur tout ce qui touche à la sécurité des systèmes d'information, et on parle beaucoup de cybersécurité actuellement, donc ça fait vraiment partie d'une thématique qu'on accompagne actuellement. Et puis aussi, on peut vous accompagner sur des projets de communication, notamment alors ça peut intéresser les structures médico-sociales, ça peut être du déploiement de petits sites internet ou des outils d'espace collaboratif qui sont intéressants à déployer parce que assez simples à utiliser et rapidement déployables auprès des structures. Alors, rapidement également, les outils qui sont déployés au niveau régional. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. On a l'outil de messagerie instantanée, donc c'est ce qu'on appelle vulgairement un WhatsApp sécurisé, qui peut être déployé sur des territoires, notamment auprès des professions libérales et des acteurs de coordination, ou on peut le déployer aussi en lien avec des structures médico-sociales. C'est ce qui permet de faciliter en fait la communication entre les acteurs autour d'un patient qui a, on va dire, un parcours complexe. On a l'outil Gwalen aussi qui est utilisé notamment par les dispositifs d'appui à la coordination et qui permet de consolider au sein d'un dossier parcours tout ce qui va être mis en place autour de la personne. Donc là, il est utilisé essentiellement par le DAC, mais il peut être aussi alimenté par tous les partenaires qui interviennent dans le parcours de la personne pour pouvoir enrichir les données autour de cette personne-là. On déploie également des outils d'orientation, notamment via trajectoire PH et via trajectoire grand âge, qui permettent de suivre l'orientation des personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Alors, via trajectoire PH, ça va être plutôt pour faire le lien entre les décisions qui sont prises par la MDPH sur l'orientation des personnes, pour savoir vers quel type de structure elles doivent être orientées, et ensuite pour que les structures puissent se positionner pour indiquer si elles peuvent accueillir cette personne-là ou si elles vont la mettre sur liste d'attente. Et au niveau de via trajectoire grand âge, ça va être plutôt dans un contexte où la personne âgée, elle va avoir besoin de s'inscrire, par exemple, dans un EHPAD, et donc elle va faire un dossier unique et elle va pouvoir là voir quels sont les établissements dans lesquels elle serait susceptible d'être accueillie. Et là aussi, les structures peuvent effectivement se positionner pour indiquer dans quelle mesure elles peuvent accueillir cette personne âgée. Ensuite, on a des outils qu'on va appeler référentiels, notamment l'annuaire régional, où on va retrouver tous les acteurs de la région avec une synchronisation avec l'annuaire national des professionnels de santé. On a le répertoire opérationnel des ressources, dont vous avez sûrement entendu parler aussi, qui permet en fait de cartographier toute l'offre de santé qu'il y a en région. Donc là, on va retrouver vraiment tous les établissements sanitaires et médico-sociaux. Et c'est vraiment un catalogue sur lequel tout professionnel est en capacité de venir chercher de la ressource pour, quelque part, savoir sur tel besoin d'accompagnement, sur tel besoin de placement dans un établissement, il va pouvoir aller chercher une offre. La partie télésanté, c'est aussi un domaine sur lequel on propose un outil un portail avec toute l'offre de télésanté en Bretagne, sur lesquels les fournisseurs entre guillemets d'offres de télésanté viennent inscrire leur offre. Et puis on a un outil qui s'appelle iCarmet qui permet, alors concrètement là c'est vraiment un outil pour faire de la téléconsultation entre un professionnel, soit dans un établissement, soit en ville, et une personne qui va venir quelque part consommer, entre guillemets, cette offre de téléconsultation. Les outils de communication, donc on déploie une solution de visioconférence qui permet aussi de mettre en place des réunions à distance, des réunions sécurisées.
un réseau haut débit qu'on appelle BIPS qui permet aux établissements d'avoir la garantie d'un service de qualité au niveau réseau. Donc ça permet de se connecter sur ce réseau haut débit qui est déployé en Bretagne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce marché BIPS, on peut aussi, et ça c'est intéressant pour les structures médico-sociales, accéder à des offres notamment sur la téléphonie mobile avec des tarifs qui sont quand même très attractifs. Les services collaboratifs, donc j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est tout ce qui permet de construire des petits sites internet, notamment pour les structures médico-sociales, et puis d'accéder à des espaces de documents qui vont être partagés avec voilà, des accès qui sont définis par la personne qui va administrer l'espace de documents sécurisés. Alors maintenant, plus concrètement, ce qu'on va permettre comme accompagnement au niveau des programmes nationaux, et là, sur le secteur médico-social, ça va être notamment le programme ESMS numérique. Eh bien, on vient en appui justement d'une structure médico-sociale qui souhaiterait justement pouvoir être embarqué dans le programme, soit pour acquérir une solution de dossier usager informatisé, soit pour permettre à sa structure de faire évoluer son logiciel actuel pour qu'il soit compatible avec toutes les exigences du Ségur numérique, et donc pour mettre en place ce qu'on appelle les référentiels et services socles. Donc Moi, si Pardon. Ouais. Moi, quand tu dis que tu passes à un autre volet, je me permets de te relayer une question sur les premiers éléments que tu as partagés, Ouais. notamment les outils. Il y a une question qui vient assez vite, hein, vu les problématiques des établissements. Est-ce que ces offres-là sont gratuites? Alors, les offres, alors celles que j'ai présentées précédemment, oui, elles sont gratuites, mais par contre, c'est vrai que ce qu'on demande, et ça fait peut-être écho à un courrier ou un courriel que certains ont pu recevoir récemment, on demande à ce que les structures adhèrent au groupement régional. Alors après, voilà, le coût de l'adhésion, il n'est pas énorme, mais c'est ce qui permet après d'accéder à l'ensemble des services que propose le groupement régional, effectivement. Super, merci beaucoup. Dans le cadre des programmes nationaux, on intervient plutôt dans une mission, vraiment la mission de grade, donc groupement régional d'appui au développement de l'e-santé. Donc là, on est mandaté par l'ARS pour accompagner les structures. Et donc, dans le cadre de cet accompagnement, on va effectivement aider les structures à construire leur dossier de candidature. Alors, ce que je dis souvent, c'est pas nous qui rédigeons à leur place, mais par contre, on va leur donner tous les éléments qui vont, entre guillemets, garantir que leur projet, il va être en tout cas recevable par rapport à la façon dont l'ARS instruit les projets. On va s'assurer qu'en fait, ils aient voilà, toutes les chances de leur côté pour pouvoir être financés. Donc, on aide à la constitution du dossier. On va, une fois que l'ARS choisit de financer ce projet-là, on va pas les lâcher, c'est-à-dire qu'on va continuer à les suivre, notamment pour les accompagner au déploiement de leur projet. Alors, on intervient avec un chef de projet, c'est-à-dire que ce qui est exigé dans le programme SMS numérique, c'est de candidater au travers d'une grappe, donc un regroupement d'établissements médico-sociaux. Et donc cette grappe-là, elle a besoin d'être accompagnée, notamment en termes de pilotage, d'animation, de coordination auprès de l'ensemble des établissements qui font partie de la grappe. Et donc là, on demande à ce que la grappe, elle soit pilotée par un chef de projet. Et donc, nous, c'est le chef de projet qu'on va accompagner de façon prioritaire au niveau du programme SMS numérique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être là en appui à des étapes clés du projet, donc tout au long du déploiement, et notamment on va le voir après, sur le déploiement des référentiels et services SOC, sur la partie production des indicateurs. Et d'ailleurs, le témoin, la paye tout à l'heure, en a parlé, la production des indicateurs, les cibles d'usage qu'on demande aux établissements d'atteindre dans le cadre du projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on accompagne aussi pour s'assurer que les services SOC qui sont mis en place, ils sont bien utilisés et qu'on atteint effectivement les cibles d'usage qui sont quand même l'objectif qui permet de financer la dernière partie de la subvention et du projet.
Et puis, on accompagne aussi tout le volet communication parce que ça, c'est important. C'est-à-dire que la structure, elle va s'équiper d'un dossier usager Ségur compatible, mais elle ne travaille pas toute seule. C'est-à-dire qu'elle va être amenée aussi à échanger avec ses partenaires. Et donc, ce volet communication, ce fait d'informer les partenaires qu'on va changer un petit peu les modalités d'échange et de partage des données, c'est important aussi de bien communiquer avec eux. Alors, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Bon, ça, c'est juste une illustration justement des éléments sur lesquels on va intervenir, notamment par rapport au déploiement du dossier usager informatisé. On a vraiment le cœur du métier là, des professionnels de la structure qui est représenté par les blocs fonctionnels de couleur orangée, sur lesquels en fait c'est plutôt le travail de l'éditeur, du référent DUI, de l'équipe projet au niveau de la structure qui va déployer ces éléments-là. Et puis nous, on va intervenir plutôt pour accompagner le déploiement des référentiels et services SOC que sont l'identité nationale de santé, le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée et la partie Pro Santé Connect qui permet d'identifier les professionnels de santé qui sont amenés à utiliser justement ces référentiels et services socles. Et donc, pour mettre en place cet accompagnement, on a un parcours vraiment qui est très séquencé, qui permet justement d'avoir ces différentes étapes au moment du projet, donc en parallèle de ce que va déployer l'éditeur au sein de la structure. Nous, on vient vraiment accompagner ces déploiements. La contractualisation avec l'Agence du numérique en santé, en gros, c'est ce qui va permettre à la structure de se déclarer auprès de l'agence pour dire, ben voilà, moi, je vais utiliser des référentiels et services SOC et j'ai besoin d'être reconnu comme tel. Et donc, je vais être identifié en tant que structure et je vais aussi équiper mes professionnels de cartes de professionnels de santé et de certificats, ce qu'on appelle les certificats serveurs, qui vont permettre de sécuriser l'accès aux référentiels et services SOC. Donc ça, c'est la partie contractualisation, moyens d'identification électronique. On accompagne aussi toute la démarche de mise en place de l'identité nationale de santé qui s'inscrit globalement dans une démarche d'identité-vigilance aussi dans les établissements. Le déploiement de la messagerie sécurisée, donc c'est comment on équipe aussi ces professionnels de boîtes aux lettres de messagerie sécurisée. Et puis, on va aussi essayer d'adapter finalement l'équipement de ces boîtes aux lettres pour que ce soit tantôt une boîte aux lettres nominative qui va être réservée à un professionnel, tantôt une boîte aux lettres organisationnelle qui est partagée avec une équipe de professionnels au sein de la structure. L'accompagnement sur le dossier médical partagé, il porte surtout sur expliquer ce que c'est que le dossier médical partagé, comment il s'inscrit globalement dans le Mon Espace Santé, qui est l'outil qui est mis à la disposition des usagers. Et puis, quels sont les documents que les structures sont amenées à verser dans le dossier médical partagé? Quels sont les documents qu'un professionnel qui est habilité à accéder au dossier médical partagé va être susceptible de consulter pour avoir une meilleure connaissance du parcours des usagers? L'atelier cas d'usage, alors lui, c'est vraiment un atelier qui permet de façon vraiment très concrète avec les professionnels de définir dans quel contexte on va utiliser la messagerie sécurisée et on va venir enrichir le dossier médical partagé. Et donc l'idée, c'est d'essayer de transposer des méthodes d'échange, enfin des modalités d'échange actuellement qu'on ferait par mail, par fax ou par tout autre moyen d'échange, de les transposer sur l'usage de la messagerie sécurisée et du dossier médical partagé pour développer ces usages-là d'échange de données de santé sécurisées. Et puis le dernier atelier qu'on propose, alors de façon optionnelle, mais qui est quand même très intéressante et qui souvent trouve un intérêt auprès des structures, c'est tout ce qui touche à la cybersécurité, la sensibilisation des professionnels sur comment bien utiliser ces outils, comment bien mettre en place un mot de passe, comment bien utiliser sa messagerie, comment s'assurer que les sauvegardes sont bien opérationnelles aussi, parce que si jamais voilà, on a une rupture de service, comment on peut remonter finalement les données des données qui auraient été perdues. Voilà, tous ces éléments-là qu'on essaye aussi d'accompagner pour voilà, développer des bonnes pratiques au sein des structures.
Sylvaine, du coup, j'ai une question sur ces ateliers-là. Concrètement, qui sont les participants qui viennent? Ce sont des accompagnateurs, des directions, des salariés Alors, tout dépend de la thématique. Oui. Si on parle par exemple de l'identité nationale de santé, bien souvent, on va faire intervenir des personnes qui sont là, qui interviennent dans le cadre de la création des dossiers usagers, donc notamment tous ceux qui sont chargés de la procédure d'admission dans un établissement, parce que c'est eux qui vont être en capacité de bien décliner l'identité, de faire appel au téléservice avec la pièce d'identité qui permet de garantir qu'on parle bien de la bonne personne et qu'on va bien aller référencer les données de santé de cette personne-là. Donc voilà, ça va être plutôt ce type de personnes-là pour cette thématique. Tout ce qui va toucher à la messagerie et au dossier médical partagé, on va être plutôt sur les professionnels au sein des services qui manipulent finalement ces services numériques-là. Ok, donc on s'adresse aux personnes qui sont concernées par les outils en question. Ouais, tout à fait. Et du coup, donc, on a vu beaucoup l'aspect, on va dire, conduite de projet, un peu technique aussi. Et donc, pour faire le lien avec nos sujets du jour sur la prise en compte des conditions de travail, comment ça se passe au groupement régional e-santé Bretagne? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en ligne de mire? Est-ce qu'il y a des choses de prévues peut-être pour intégrer les conditions de travail dans les accompagnements? Alors, j'en parlais tout à l'heure, au niveau des accompagnements, c'est déjà l'implication des professionnels. Ça fait partie aussi de la méthode qu'on propose quand on décline le projet. Les impliquer, c'est déjà aussi s'assurer que au niveau du déploiement, alors même si l'outil il est déjà choisi, c'est vrai des fois, mais en tout cas, j'en parlais tout à l'heure au niveau du paramétrage. Au moins, eux, ils peuvent enrichir le paramétrage avec ce que eux, on va avoir besoin au quotidien. Après, c'est vrai que sur cette thématique de qualité de vie au travail, c'est aussi une notion que vous nous avez apportée au niveau de la RACT aussi récemment dans le cadre de l'expérimentation qui avait été menée en 2021-2022 en 2022-2023 plutôt, et sur lesquels on va travailler. Je crois qu'il y a des formations qui sont prévues, notamment au niveau de nos collègues chargés de développement e-santé, et puis sur lesquels on va essayer de capitaliser globalement au niveau du groupement régional, notamment dans notre méthodologie de déploiement projet, Ok, en tout pour cas, qu'on puisse après l'apporter aussi auprès des porteurs de projets et auprès des grappes qu'on accompagne. en tout cas, pour vous, Donc il y c'est a une marge de une progression, évidence. on va dire, là-dessus. Mais pour vous, c'est une évidence que l'implication Mm. des professionnels fait aussi ce qui donne le sens au projet finalement au quotidien après. C'est ce qui permet c'est une des clés de la réussite du projet, oui, tout à fait. Ok, merci. Ah oui, il y avait donc la suite des éléments sur le Ouais, groupe. sur la partie, alors là, c'est vraiment un schéma de ce qu'on propose au niveau de l'offre sur la cybersécurité. Alors, c'est une offre qui devrait encore évoluer au mois de décembre et qu'on publiera prochainement sur nos sites internet. Mais c'est ce qui en fait décline un petit peu jusqu'où on peut aller en termes d'accompagnement des structures médico-sociales, en termes de cybersécurité. Donc ça va de la sensibilisation des acteurs à des tests de phishing pour essayer de voir un petit peu comment se comportent les professionnels quand ils reçoivent un mail avec un lien, pour voir s'ils cliquent, etc. Ça peut être aussi des exercices de crise. C'est comment on réagit quand on est attaqué. C'est aussi voir comment on peut, quand on a notre système d'information qui est mis en défaut, comment on va mettre en place une procédure dégradée pour que la structure elle continue son activité et qu'on puisse ensuite, une fois que tout le système est remonté, qu'on puisse récupérer toutes les données qui n'ont pas pu être saisies pendant la période de coupure, quoi. En fait, tous ces éléments-là, donc ça va être en gros des paliers en fait à franchir au niveau des structures pour monter en maturité sur cette notion de la sécurité des systèmes d'information. Alors là, vous nous aviez demandé un petit peu d'expliquer ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, et c'est vrai que c'est important de le savoir pour ne pas se tromper sur ce qu'est le groupement régional. Donc on accompagne beaucoup de projets sur lesquels on peut être sollicité, donc notamment sur la partie audit. Alors c'est vrai qu'on fait pas d'audit nous, mais par contre on peut vous aider à rechercher un prestataire qui va pouvoir faire un audit avec vous. Et donc l'idée, c'est plutôt d'être là pour vous aider à construire le cahier des charges, auditer, faire une comparaison des offres qui peuvent vous être proposées par des prestataires.
Sur le déploiement du DUI, c'est aussi aider les structures à trouver le bon fournisseur de DUI qui correspond aux besoins de la structure. Et puis, on accompagne, et ça, on vient de le présenter, hein, sur tout ce qui est déploiement des référentiels et services SOC, puisque là, on a vraiment des chefs de projet qui sont experts de ces sujets-là. Et là, vraiment, on est un vrai appui pour les structures. Ce qu'on propose pas, c'est ce que je disais, on fait pas d'audit hein, au niveau des structures, des systèmes d'information. Il y a vraiment des sociétés qui sont mieux placées que nous sur ce sujet. Sur la thématique de mettre en place un schéma directeur des systèmes d'information, c'est pareil. Hein, il y a des outils au niveau de la NAP qui permettent de voilà, préparer un plan d'action par rapport au schéma directeur, mais c'est souvent des sujets sur lesquels les structures ont besoin d'être accompagnées par des sociétés qui sont quand même experts du domaine. Sur la consultation, c'est pareil. Voilà. Alors notamment, je pense notamment au moment où on avait besoin de monter un marché public au niveau des structures pour pouvoir comparer les solutions des éditeurs. Il y avait toute une partie pièce de consultation qui avait à rédiger. Et donc, autant on peut appuyer. Par contre, la partie rédaction, c'est toujours à la charge de la structure de le réaliser. Et puis, on n'est pas formateur non plus hein, sur l'utilisation des DUI. Ça, c'est en général, c'est quand même plutôt le travail des éditeurs. On peut former, nous, à la partie utilisation des référentiels et des services SOC, mais tout ce qui touche au cœur des fonctionnalités du DUI, c'est quand même le travail de l'éditeur. Et donc là, on vous avait mis voilà, nos différentes coordonnées pour retrouver tous les éléments sur lesquels j'ai pu vous présenter ce que j'ai pu vous présenter là dans les slides précédents. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, on a regardé, on n'en voit pas, mais On en a posé au fil de l'eau aussi. voilà. En tout cas, voilà, si jamais il y avait des questions, les personnes sont invitées en tout cas à utiliser la fonction QR si jamais il y a une question qui arrivait en cours. Merci en tout cas pour ce témoignage et du coup ces ressources, cette présentation sur les ressources. Je fais le lien avec la PEI. Pour leur poser la question si en dehors de la DAP, est-ce que du coup ils ont mobilisé d'autres ressources eux aussi dans le cadre de votre projet? En fait, ce qu'on a entendu donc de Sylvaine, ça fait écho parce qu'effectivement, on a également eu cette possibilité au niveau, en tout cas de l'équipe projet, voire certains référents, d'accéder à des ateliers donc thématiques, comme Sylvaine nous l'a présenté, parce qu'on est également en lien depuis le début donc avec l'ARS qui est notre financeur, avec le GRADE et avec le collectif ESSI Hauts-de-France. Donc forcément, on a été accompagné exactement comme vous venez de l'expliquer. Je souriais en fait par moments parce que je me dis, tiens, je connais ça. Tiens, je connais ça. On y a assisté avec les ambassadrices et puis certaines personnes professionnelles en fait qui ont voulu y assister. C'est vrai que c'était intéressant parce que c'est toujours un complément d'information, surtout que ça évolue à chaque fois. Je vois par rapport au service socle notamment, là dernièrement, on a encore eu une nouvelle information concernant l'alimentation du DMP, où jusqu'à maintenant, on nous disait que seuls les professionnels de santé pouvaient le consulter et l'alimenter, et que uniquement les professionnels inscrits au RPPS+, pouvaient alimenter le DMP. Et puis visiblement, il y a encore une petite donnée supplémentaire. Et surtout aussi sur la liste des documents que l'on peut déverser justement dans le DMP, pardon, où ça a encore un petit peu changé. Enfin voilà. Et ouais. Je pense que toutes les régions font un petit peu de la même manière. Il y a une base hein, finalement. Donc Ouais. Mais ouais, c'est vraiment le rôle des grades hein, au niveau du Ségur c'est du ça, numérique de exactement. venir en appui des structures sur ces Non, c'est vrai que thématiques-là. Ouais. là-dessus, on est bien accompagné, effectivement. Bon, bah, en tout cas, merci. Voilà, ça fait du lien, en tout cas, avec ce qu'on vient de se dire. Du coup, troisième et dernière question pour votre projet. Et là, du coup, plutôt la question sur la question de faire vivre le projet dans le temps. Hein. Quels résultats à ce jour pour les professionnels, pour les personnes accompagnées et quelles perspectives pour poursuivre le dialogue voilà, entre l'outil et l'organisation du travail. On vous écoute voilà, attentivement pour ce dernier point.
Alors nous, en fait, nous concernant, il faut savoir qu'au départ, la fin de projet était à la fin de cette année 2023. Il a été repoussé à fin mars 2024, puisque notre montée de version définitive ne s'est effectuée qu'en septembre, fin septembre. Donc, l'éditeur ayant pris du retard, forcément, nous, ça nous a tout décalé, en fait, hein. Donc, à notre niveau, on était plutôt dans les temps, puisque avec tout ce qu'on a mis en place avec les professionnels, les structures, etc., on s'était même dit super, hop, désolé, on s'était même dit super, ben voilà, finalement, c'est un mal pour un bien. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, en termes d'indicateurs d'usage, on fait déjà des relevés de par le rapport au GIRIS, ce qu'on appelle le DSR, et sur ce qui est attendu de l'ARS, pardon, on est vraiment dans les clous pratiquement sur tous les établissements, en fait. Donc, et il n'y a pas de raison que ça ne perdure pas sur les mois à venir. Il y aura toujours en fait cette mise en place de référents ESMS pour les préconisations en tout cas qui sont données. Ça, c'est quelque chose qui a été acté. Oui, excusez-moi, tu prends. Et donc, bon, j'avais prévenu pourtant que j'étais en réunion, mais bon, je suis vraiment désolée. Donc, il y a cette mise en place de référents SMS qui perdurera, bien évidemment. On avait 2 ambassadrices au GIRIS depuis le début du projet, enfin même depuis le début de l'installation du logiciel du dossier usager informatisé. C'était trop peu. Moi, ça a été l'une des premières constatations que j'ai faites, hein, puisque c'est quand même une grosse association. Donc là, depuis septembre, ils sont au nombre de 4 maintenant, et ce qui a permis justement d'avoir un référent ESMS sur un de nos sites qui se trouve à Château-Thierry, puisque c'était à 1 heure du siège, en l'occurrence, et des autres établissements. Et ça permet du coup aujourd'hui d'être au plus près, en tout cas, des professionnels et des établissements qui se trouvent sur ce lieu à Château-Thierry. Après, effectivement, sur les préconisations qui sont prévues, on parlait de paramétrage tout à l'heure du logiciel, en tout cas Sylvaine l'a évoqué. C'est des choses qu'on a également en fait soulevées depuis le début du projet. Donc, on a commencé à retravailler aussi ce paramétrage et il y a encore des choses à affiner. Donc, voilà, et comme on ne peut pas tout faire sur un an, forcément, c'est des choses qui vont se mettre en place en début d'année prochaine. Et en termes de fonctionnalité également, sur certains menus du logiciel qui ne sont pas exploités ou très peu. Donc voilà, c'est des choses qu'on va encore sur ce premier semestre 2024. Merci en tout cas. Est-ce que Laura veut ajouter le dernier petit mot de la fin sur ses perspectives et le fait de faire vivre le projet? Nous, on s'était vu un petit peu avec Stéphanie pour préparer un peu ce webinaire. On s'était dit aussi que pour faire perdurer ça et en tout cas faire en sorte que chacun soit au mieux avec l'outil informatique, c'était de proposer des formations tout simplement à chaque nouveau professionnel et même je dirais même plus loin, c'est que dans les écoles du métier social et médico-social, il faudrait limite des formations sur l'outil informatique. Ça paraît nécessaire et limite obligatoire à l'heure actuelle, vu tout ce qui se met en place. Alors après, sur les réussites à ce jour, et est-ce qu'il y a réellement un intérêt pour nos jeunes, ou en tout cas, est-ce qu'on y est déjà ou pas, je dirais non, en tout cas pas nous sur l'IME. On a encore beaucoup de travail, mais je suis sûre qu'on y arrivera, et quand on fera marcher toutes les fonctionnalités qu'on a entre nos mains, ça sera génial pour nos jeunes. Voilà. Merci pour ce mot de la fin très positif et encourageant. En tout cas, nous, ça a été un plaisir de vous entendre. En tout cas, jusqu'à cette dernière question, on vit le projet à travers vos réponses. Voilà. Et en tout cas, on espère que les participants, les autres personnes, s'ils ne sont pas dans la démarche ou s'ils sont en cours, sont aussi enthousiastes que nous, on l'a été à vous écouter.
Ouais, merci beaucoup. Et puis, ça faisait du lien entre vous, témoins, acteurs ressources. Donc, ça aussi, c'était très satisfaisant. Ça donne un peu de visibilité sur qu'est-ce qui existe autour de ce sujet-là, finalement. Et puis, on a entendu beaucoup la prise en compte du travail réel, du travail des professionnels comme facteur de réussite de ce projet. Donc merci. Là, on va entamer la traditionnelle partie de fin de webinaire où on vous propose des ressources pour aller plus loin sur ce sujet. Donc, des points de repère sur conduite de projet numérique, mais qui prend en compte les conditions de travail. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de ressources qui sont proposées par l'ARACT Bretagne ou par l'ANACT. Donc, on a un outil qui a été formalisé sur la base d'expérimentation de terrain parce que effectivement, tout ce qu'on propose est issu d'expérimentation avec des professionnels. C'est la boîte noire des transformations numériques. C'est comme une sorte de boussole, voilà, des balises en se disant, bah, il y a plusieurs aspects que je suis invitée à questionner dans le cadre d'un projet numérique pour m'assurer qu'il soit justement concret, adapté aux réalités du terrain, participatif. Et derrière chacune des dimensions qu'on propose dans cette boîte noire, il y a des questions. Donc, vous trouverez des questions très, très détaillées dans les ressources qui seront mises en lien derrière. Mais en gros, on se dit, déjà, des facteurs de réussite du projet, est-ce que ce projet-là, il est discutable? C'est ce qu'on disait, hein. Est-ce qu'on va pouvoir poser des questions aux professionnels, leur demander leur avis sur l'objectif du projet? Et comme le disait Sylvaine, même si peut-être, eh bien voilà, dans certains cas, il y a un cadre et l'outil en lui-même, on n'a pas forcément la marge de manœuvre, mais de discuter ensemble de qu'est-ce qu'on veut y mettre derrière cet outil-là, finalement. Il y a aussi la dimension intelligible du projet, c'est construire le sens de la transformation avec les salariés. Est-ce qu'on s'est dit tous ensemble un peu vers où on veut aller en fait avec cet outil-là? Et puis, une autre dimension qui est intéressante, c'est l'utilité. Donc là, on rejoint évidemment la prise en compte des besoins des salariés, des besoins terrain, des besoins métiers ou des besoins des personnes accompagnées aussi. Et c'est là que c'est intéressant justement de venir travailler cette utilité le plus en amont possible quand on a le plus de marge de manœuvre sur le projet. Il y a un autre aspect qui est important, c'est le caractère adaptable du projet, que tout ne soit pas ficelé et gravé dans le marbre. Voilà, est-ce que en fonction des problématiques qu'on peut avoir sur les ressources humaines, sur des manques d'effectifs, sur de la gestion de crise, est-ce que ce projet numérique-là, il peut s'adapter? L'utilisation de l'outil aussi peut s'adapter dans différentes situations qui correspondent finalement aux aléas qu'on rencontre au quotidien dans le travail. Il y a aussi un critère important à regarder qui est l'accessibilité. Alors, ça peut être, est-ce qu'on a bien tous du matériel qui fonctionne, une connexion Internet, l'accès aux données. Donc, il y a aussi un aspect de paramétrage. Et s'assurer que ces choses-là, elles ont été discutées aussi pour tenir compte de la réalité. Quand certains sont en déplacement et d'autres pas, ils n'ont pas les mêmes conditions d'accès au matériel et à la connexion Internet. Une autre dimension qui est importante, c'est de se dire, est-ce que finalement cet outil-là, il est utilisable? Est-ce qu'il me facilite le travail? Est-ce que l'organisation, que ce soit de l'équipe ou l'organisation du travail, les horaires mis en place autour, permettent de l'utiliser aussi? Parce qu'on a vu que ça peut être parfois perçu comme un temps supplémentaire de saisie des écrits professionnels dans l'outil. Donc, est-ce qu'on a discuté à quel moment c'est le plus pertinent de se poser pour écrire? Est-ce qu'il y a une règle générale ou est-ce que chacun a la liberté d'adapter son planning pour le faire? Autant de questions très concrètes qui se posent au quotidien quand l'outil est déployé. Voilà, donc vous retrouverez ces éléments-là dans nos supports. Cette boîte noire des transformations numériques qu'on se propose justement d'ouvrir avec toutes les parties prenantes du projet, vous la trouverez notamment
dans le 10 questions sur la maîtrise des transformations numériques. On a également un support qui est sur la conduite des projets de transformation au sens large. Et puis, c'est vrai qu'on était intervenu en Bretagne dans le secteur à domicile sur l'intégration d'un outil de télégestion. Donc là, on suit concrètement vraiment cette expérimentation-là. Et puis, on a vu que c'était important de tracer un peu ce qui se passe, d'évaluer au fil de l'eau. Donc, on propose aussi la dernière ressource qui est mentionnée ici, la méthode de l'évaluation embarquée, qui permet justement de tout le temps avoir une petite prise de recul et d'évaluer ce qui se passe pour voir s'il faut ajuster. Je laisse la parole à Sophie. Ça marche. Du coup, nous, ce qu'on vous proposait dans les ressources et que vous retrouverez dans le support qui va vous être transmis, c'est une ressource qu'on a à destination des adhérents de l'OFCO Santé, qui s'appelle la prestation d'accompagnement RH. Donc, cette prestation, elle vous permet, c'est une prestation qui fait partie de l'offre de service. Donc, quand vous êtes adhérent, vous pouvez solliciter. Alors, attendez, parce que je ne maîtrise pas aussi bien que Bénédicte, son PC. En tout cas, c'est une prestation qui est mobilisable par tout adhérent, qui permet d'apporter des solutions aux problématiques exprimées sur les sujets RH, transition écologique et numérique. Je fais juste le lien, puisqu'on s'est dit qu'effectivement, quand on mène un projet, que ça soit numérique ou tout autre, on voit bien que du coup, ça peut impacter au sein de chaque établissement une organisation et une organisation RH. Là, on parle de la thématique du numérique qui fait un lien direct avec l'organisation et les compétences des personnes. En tout cas, tout projet, en quelque sorte, peut avoir un impact et cet accompagnement, cette solution RH, elle permet à chaque établissement adhérent de pouvoir bénéficier d'un accompagnement, un diagnostic de la part de son conseiller emploi-formation sur quelle est la problématique que la structure rencontre et en gros, de pouvoir bénéficier suite au diagnostic d'un accompagnement d'un prestataire qui est externe et qui vient sur plusieurs jours, du coup, accompagner sur la thématique. Donc, je vous ai mis, je ne parlerai pas de toutes les slides. En tout cas, cet accompagnement prestation RH, il peut être pour un groupe d'entreprises, il peut être pour une entreprise, il peut être pour un salarié ou un collectif de salariés. Donc, en fonction de la typologie de la demande, le nombre de jours d'accompagnement par un prestataire évolue. Alors mes slides ont bougé, donc je vous les remettrai. Je vous donne juste approximativement les thématiques, en tout cas, qu'on vient retrouver dans le cadre de ces accompagnements-là, puisque du coup, il y a quand même un cadre. Il y a quand même un cadre. On ne peut pas intervenir sur forcément tous les sujets, même si effectivement, les sujets RH sont plutôt quasiment tous pris en compte. Donc, on va retrouver les questions autour de la transition écologique et le développement durable. La transition numérique et les transformations digitales font partie des thématiques prioritaires. Et puis, en thématique territoriale, on va retrouver la GEPP, le recrutement et l'intégration, la marque employeur et l'attractivité, les évolutions managériales et gestion. Enfin, voilà, il y a un certain nombre du coup de thématiques comme ça. J'en parle pas plus parce qu'on arrive au terme de ce webinaire. En tout cas, vous retrouverez un peu plus de détails dans les slides, dans le support. Sachez qu'en tout cas, c'est une ressource que vous pouvez mobiliser. Je vais laisser la main. Très bien, oui. Alors, voilà, j'ai remis la vidéo. Donc, pour ce qui est du CREA Bretagne, nous, on n'a pas de ressources en propre, mais effectivement, et pour construire ce webinaire, on a eu recours à l'ANAP, l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, qui propose un certain nombre, pour le coup, de ressources et d'appuis. Ils ont développé pas mal leur équipe, appuis qui se traduisent, je veux bien la slide suivante, appuis qui se traduisent sur différentes thématiques et notamment évidemment l'usage du numérique et effectivement on a eu en contact Madame No que vous évoquiez, Stéphanie, hein, qui a été ressource justement et qui vous a accompagné aussi pour votre projet. Donc ça aussi, ce sont des ressources qui sont mobilisables par vous, établissements et services médico-sociaux. Et voilà, pour aller un peu plus loin sur ce qui peut être proposé, l'ANAP a un certain nombre, un peu comme l'ARACT le propose, hein, et l'ANACT voilà, mobilise aussi, en tout cas, fait ressources
ressources, des accompagnements qu'ils ont pu et des enseignements qu'ils ont pu tirer. Donc, vous avez vraiment pas mal de ressources qui sont disponibles sur leur site autour de la gestion de projets numériques, l'usage du numérique dans le secteur social, médico-social. Voilà, vous avez un certain nombre de ressources qu'on a identifiées et mises à disposition aussi sur ce site. Je ne l'ai pas réévoqué, mais là aussi, en dehors du CREAI Bretagne, mais le CRTS, donc le Comité régional du travail social, est aussi une ressource qu'on avait pu évoquer à l'occasion du premier webinaire autour du numérique que l'on avait fait en juin, qui voilà, vient aussi nourrir, qui peut venir aussi nourrir les réflexions autour des usages du numérique. Merci Marion. Donc notre webinaire touche à sa fin. On va remercier de nouveau Laura 16, Stéphanie Rosnovitch, Sylvaine Brien et Alexandra Durand qui s'excuse, qui a dû partir avant la fin. Vraiment un grand merci pour vos témoignages et pour les liens que vous avez pu faire entre vos présentations. On est là en train de se dire, eh bien voilà, 2024 arrive et quelle thématique on va proposer pour notre cycle de webinaire partenarial, CREAI, OPCO Santé, ARACT. Et pour cela, eh bien, on a besoin de votre aide puisque c'est vous qui savez ce qui peut vous intéresser, ce dont vous avez besoin. Donc, s'il vous plaît, ne quittez pas tout de suite. En tout cas, prenez le temps quand vous verrez la page du sondage s'ouvrir en partant de nous partager vos envies, vos besoins pour les thématiques de l'année prochaine pour qu'on puisse, voilà, nous, travailler ensemble de nouveau pour vous proposer des formats qui peuvent vous être utiles. Pour rappel, vous pouvez accéder en fait au replay des webinaires qui ont déjà eu lieu donc depuis 2021 maintenant. Et puis, voilà, je vais vous laisser. Je vous remercie par avance de répondre au sondage. Et puis, on vous retrouve en 2024. Et d'ici là, vous recevrez bien sûr le support et puis le lien vers le replay. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir.